bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus. Vous êtes le co-secrétaire départemental de la FSU. Oui. Et bonjour, Monsieur Madouane. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, le secrétaire académique du SNUEP FSU, plus spécialisé dans l'enseignement professionnel. Exact. C'est ça? Oui. Vous êtes tous les deux sur le plateau ce matin pour parler de cette réforme du lycée professionnel et de l'enseignement professionnel que le gouvernement prépare et pour lequel vous n'êtes pas en phase. Pourquoi, Monsieur Madouane? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la volonté du gouvernement d'augmenter le nombre de stages. Comme vous le savez, les élèves en lycée pro ont des périodes de cours et des périodes où ils sont en entreprise. Donc, ils ont en bac pro 22 semaines de stage sur 3 ans. Là, le gouvernement envisage d'augmenter de 50% les semaines de stage en entreprise. Donc, on va passer, si vous voulez, de 22 semaines de stage à 33 sur 3 ans. Et pour nous, c'est une perte pour les élèves en termes d'heures de cours qui est juste scandaleuse en fait pour la formation des élèves parce que déjà, ils vont être moins bien préparés pour les examens déjà. Et ça veut dire qu'ils vont tout le temps passer en entreprise, c'est moins de temps pour la formation disciplinaire, français, histoire, enseignement moral et civique et pour la formation théorique en général. Mais d'un autre côté, s'ils passent plus de temps dans l'entreprise, je me fais l'avocat du diable, hein, oui. Peut-être qu'effectivement, ils vont avoir une maîtrise technique plus importante. Je prends quelques exemples, la menuiserie, la boulangerie, la boucherie. Si on ait plus de temps à pratiquer les gestes du métier, quand on sort, on est peut-être mieux employable? Pas vraiment, parce qu'en fait, on apprend en entreprise qu'une partie du métier. Le reste, notamment toute la partie théorique, on l'apprend en lycée. Et puis, il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que les élèves, aujourd'hui, pour avoir un métier stable, il faut être diplômé. Donc, il faut aller en BTS ou en licence. Et ça demande quand même une formation disciplinaire quand même solide. Donc, ce qui veut dire que si on enlève 22 à 33, ça fait 11 semaines d'enseignement. C'est 11 semaines d'enseignement qui vont finalement faire que les diplômés de l'enseignement professionnel pourraient avoir un niveau moins élevé que les autres et donc moins bien réussir après quand ils vont, par exemple, comme vous l'avez dit, en BTS. C'est ça, en fait, que vous voulez dire. C'est exactement ça. Ils ont déjà perdu des heures de cours depuis 3 ans avec la réforme qui a été mise en place depuis 2018 ans. Donc plus de 4 heures par exemple en bac pro qu'ils ont perdu par exemple en enseignement. Donc ça c'est un vrai handicap pour la réussite de nos élèves. Ensuite il y a également la volonté du gouvernement de calibrer, si vous voulez, donc la formation, les formations professionnelles sur les besoins locaux, des entreprises locales. Oui. Et non pas par rapport aux enjeux globaux de notre société, du monde actuel. Et donc ça veut dire la volonté c'est d'assigner les élèves à un territoire. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'en gros, quand ils suivent une formation, ils restent un peu sur le territoire, qu'ils ne puissent pas évoluer vers d'autres formations ailleurs, en métropole ou dans d'autres territoires. Ça nous pose également problème, parce qu'on veut que les élèves puissent circuler un peu partout sur le territoire. Il y a également... par rapport à ce point-là, Henri Nouy, vous avez aujourd'hui des jeunes Mahorais qui ont un bac, alors quel que soit le bac, hein, le point n'est pas là, que ce soit issu de l'enseignement, un bac pro ou un autre bac. Ils partent quelquefois en métropole pour faire des études, ils acquièrent un diplôme, ils reviennent ici, ils ne trouvent pas de travail. Alors est-ce que ce n'est pas finalement une bonne idée d'essayer plutôt d'engager les élèves dans des voies pour lesquelles il y a un travail à Mayotte? Moi, je crois qu'il faut simplement que ces jeunes puissent avoir, qu'on ouvre des horizons à la jeunesse mahoraise, comme à la jeunesse en général d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec cette réforme, comme l'a dit Ahmed, on va avoir des jeunes qui, dès la 5e, auront des horizons bouchés. Parce qu'on va leur dire, maintenant, vous allez faire une demi-journée à venir professionnelle qui sera basée sur les métiers locaux.
Donc il n'y aura pas d'autre possibilité que le local strictement local. Alors on sait que le local strictement local ne suffit pas à la fois à nourrir tous les enfants, et qu'il faut ouvrir bien davantage. sûr. Donc des jeunes qui ont toujours intérêt à se former plus pour pouvoir ensuite avoir des emplois décents qui leur permettent de vivre. Non seulement de vivre, mais pas de survivre, mais de vivre et de pouvoir prétendre à autre chose, au loisir, à la culture et à tout ce qu'on veut. Sûr. Vous voyez, donc c'est le tiers de la jeunesse lycéenne, en grosso modo, qui va se retrouver orienté vers des emplois précaires. On ne sait pas du tout ce qu'on souhaite. Pourquoi des emplois précaires? Ce qu'on souhaite. Ben parce qu'on sait très bien qu'il y a une masse d'emplois précaires et mal rémunérés qui ne permettent pas de vivre correctement de son travail. On le sait très bien. Oui, mais dans l'enseignement professionnel, quand on suit une filière, quelle qu'elle soit, on n'a pas un emploi précaire quand on est diplômé. Évidemment, quand on échoue, je suis d'accord, on ne réussit pas. Trop de jeunes sortent du système scolaire sans avoir de diplôme. Et là, on part du principe qu'on est dans un lycée professionnel, quel que soit l'enseignement que l'on va suivre, on se forme pour réussir son diplôme, c'est ce que vous expliquiez. Une fois qu'on a le diplôme, on a un travail derrière. Non ? Pas forcément. On sait que le diplôme, effectivement, comme le disait Ahmed tout à l'heure, le diplôme est quand même un élément qui permet de prétendre d'être mieux protégé, effectivement, contre la précarité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous préconisons que ces jeunes-là puissent continuer à faire des études et à avoir un niveau théorique suffisant pour pouvoir aller vers les BTS. Mais il est de fait que si on réduit le nombre d'heures de scolarité, et en plus à Mayotte on sait très bien que on perd beaucoup de temps de scolarité, on perd énormément de temps de scolarité pour des raisons externes. Les droits de retrait du transport scolaire, les problèmes d'insécurité, bien sûr, et j'en passe et des meilleurs. Donc si vous ajoutez à ça la perte qui a été soulignée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe avec des heures de cours qui vont être réduites puisqu'il y aura davantage de stages en entreprise, ça veut dire qu'effectivement leur volume horaire sera encore réduit, qu'il y aura effectivement aussi, ça n'a pas été dit, mais une adaptation des grilles horaires disciplinaires avec l'autonomie des lycées professionnels, une adaptation des grilles horaires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que... ça veut dire que comme moi qui ne suis pas une pro, je vais vous dire, ça veut dire que vous avez pour chaque discipline un nombre d'heures à faire par semaine. Ça c'est compréhensible. Voilà. Et bien ça sera... 4 heures de maths par exemple. 4 heures de français, 4 heures de maths, on dit n'importe quoi. Parce que je ne sais pas exactement si c'est ça. Mais à partir de là, vous les réduisez. Enfin, vous pouvez les réduire. Vous avez l'autonomie d'établissement permet de réduire ce nombre d'heures. Et pourquoi un chef d'établissement le ferait s'il pense que c'est pas une bonne chose? Parce qu'il doit faire des stages à ses élèves et donc il aura la possibilité de le faire. Puisque les stages prendront plus de temps, donc il y aura moins de temps à consacrer aux disciplines. Donc il va moduler en fonction des stages, en fonction des professeurs qui seront présents ou non dans l'établissement. Vous voyez par exemple ici où vous avez beaucoup de professeurs qui manquent à l'appel puisqu'on n'arrive pas à recruter suffisamment, eh bien on adaptera, on adaptera à la pénurie, vous voyez. Je comprends. Donc ce qu'il voudrait dire, si je comprends bien ce que vous ne dites pas, mais moi je peux me permettre de dire des choses. Oui, allez-y. Si je comprends bien, on va offrir la possibilité au chef d'établissement d'adapter le programme, le contenu d'une formation à sa réalité. Autrement dit, je caricature, il ne trouve pas de prof d'anglais, étant entendu qu'il y a un enseignement théorique pour telle formation de 2 heures par semaine d'anglais, il n'a pas de prof d'anglais, donc hop, il sucre une heure pour le transformer en heure en entreprise, et donc du coup, le jeune, quand il va se présenter à l'examen pour passer son niveau, enfin son examen d'anglais, il n'aura pas le niveau, donc il va se prendre une tôle et ça remet en question la possibilité d'avoir son examen. C'est ça en fait que vous voulez expliquer. On peut le dire comme ça. Voilà, on peut aussi rajouter une chose, c'est que c'est une atteinte à quelque chose de très important qui est l'égalité républicaine pour tous les élèves de toute la France. Oui. Normalement, il y a des grilles horaires qui sont nationales. Oui. Donc, tous les élèves de France normalement doivent avoir le même nombre d'heures en histoire géo, par exemple. Bien sûr. Ou en anglais, puisqu'on prenait l'exemple il y a une minute. Voilà. Donc, et là, ce ne sera plus le cas. Par exemple, déjà que les élèves ont perdu des heures. Par exemple, si je prends l'histoire géo en bac pro, par exemple, il y a des heures que tu as enlevées pour l'enseignement de l'histoire ou de la géographie ou du français pour faire de la co-intervention, du chef-d'œuvre. C'est quoi ça? C'est en gros, on doit monter des projets.
ensemble. Et quant à la co-intervention, on travaille dans une salle avec un collègue d'enseignement professionnel. Et là, il n'y a pas un programme spécifique qui a été créé. On doit imaginer du travail ensemble, faire des CV, travailler avec les élèves. Mais ça veut dire que tout ce temps-là, on perd du temps qu'on pourrait consacrer à l'enseignement, par exemple, de l'histoire, du territoire, de la géographie, du français. Voilà. Alors, si je vais à l'extrême, ça voudrait dire qu'avec cette réforme, sur Parcoursup, puisqu'après, quand on veut intégrer un BTS, que ce soit à Mayotte ou que ce soit en métropole, il faut passer par Parcoursup. Donc ça voudrait dire qu'un BTS pourrait dire « Ah non, mais ces gamins-là qui viennent du lycée professionnel de je ne sais pas où à Mayotte, on ne va pas les prendre parce qu'on sait qu'ils ont eu 2 heures de maths de moins, 2 heures d'anglais de moins ou 2 heures de X matière en moins, donc ils n'auront pas le niveau. » Vous savez, la question c'est, derrière, on va juger la performance éducative. Bien sûr. On va la juger. Logique. Et il est évident que quand vous avez une situation où il y a de moins en moins d'enseignement théorique, on dit par ailleurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais que vous avez de moins en moins aussi d'enseignants, d'équipes éducatives, en raison du manque d'attractivité. Quand vous additionnez toutes ces données, vous arrivez à une situation où effectivement il y a un problème de performance éducative qui est dénoncé. On dit oui, les élèves sont moins bons en français, les élèves sont moins bons en anglais, les élèves sont moins bons en maths. À force de faire baisser les horaires disciplinaires et de pouvoir les moduler, on en arrive à cette situation-là. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'en étonner. Et les premiers à se plaindre d'ailleurs, et à juste titre, seront les chefs d'entreprise qui diront un tel fait plein de fautes d'orthographe, un autre ne sait pas compter, et un autre ne peut pas aligner 2 mots en anglais, vous voyez, et pour reprendre l'exemple que vous aviez donné tout à l'heure. Donc il faut bien savoir ce qu'on veut, si on veut une jeunesse qui soit véritablement formée ou si on veut adapter une jeunesse à des emplois précaires, mal rémunérés, et que si c'est ça l'avenir, non. Alors excusez-moi, mais là, nous, c'est pas ce qu'on porte à la FSU. On porte à la FSU une formation de haut niveau et démocratisée. Et donc là, cette réforme qui est donc sur les rails, c'est quoi le calendrier ? Alors là, normalement, le gouvernement a prévu des phases, on va dire, des négociations, enfin des groupes de travail qui doivent commencer entre mi-octobre là jusqu'en décembre pour un projet de loi qui serait apparemment mis en place, établi à partir de février. Pour la rentrée prochaine, en réalité, c'est ça ? En fait, ces fonds vont entrer en vigueur dès la rentrée de septembre 2023. Ok. Et ils ont dit aussi, alors il va y avoir des groupes de travail, mais l'essentiel est non négociable. Donc on va discuter des élèves décrocheurs, de comment aider les élèves à réussir sur Parcoursup. Mais l'essentiel des réformes, en fait, est déjà acté. Donc ils ne veulent pas négocier. Et Mayotte va participer à ces réflexions? Il y aura des groupes de travail organisés ici aussi? Alors, c'est décidé au niveau national. Hein. C'est une réforme nationale qui va s'appliquer partout. Donc, en fait, nos syndicats participent au niveau D'accord, la FSU participe au niveau national. Il n'y aura pas forcément... Donc, vous allez participer à faire remonter les spécificités de Mayotte dans le dialogue global, mais il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas de groupe mahorais, en gros, c'est ça? Alors, on va faire remonter, mais il faut dire aussi que nos secrétaires nationaux vont venir ici. Hein, oui, donc, et ils seront d'ailleurs sur le plateau. Voilà, tout à fait. Ils vont venir ici donc, pour se rendre compte aussi de la réalité du territoire. Bien sûr. Donc, c'est un excellent moyen aussi pour eux de faire remonter aussi nos doléances. On devait aborder la question du mouvement social. On va le faire quand même en quelques minutes. Je trouvais que c'était important d'expliquer cette réforme du lycée professionnel parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont aujourd'hui dans l'enseignement professionnel à Mayotte et c'est un enseignement important. Le mouvement, un appel à la grève donc de la CGT, évidemment, c'est pas vous, mais qui est prévu pour la semaine prochaine, pour demain, pardon. Si, la FSU est partie prenante aussi. D'accord, donc vous allez rejoindre... Voilà, non, mais la FSU, non. Mais si vous voulez, il y a deux choses. Il y a le mouvement actuel, c'est ce qui se passe dans les raffineries. Bon, ça, c'est une... c'est spécifique, ça ne concerne pas la FSU. Qui ne concerne pas la FSU. Sauf que, elle concerne la FSU en cela que la FSU demande aussi une augmentation des salaires. Et surtout, elle concerne la FSU en tant que la FSU est concernée aussi par les revendications salariales qui sont liées au contexte inflationniste.
nous sommes bien évidemment totalement solidaires sur les revendications salariales liées au fait qu'il y a une inflation qui s'est réveillée depuis quelques mois et qui nécessiterait qu'on ait au moins, nous, pour ce qui nous concerne, nous fonctionnaires, une indexation du point d'indice sur la hausse de l'inflation. On puisse au moins ne pas perdre d'argent. Parce que là, actuellement, il faut quand même savoir une chose, c'est que de l'argent, on en perd, puisqu'on était à 3-5%. Oui, non, mais tout le monde. Non, mais c'est pour ça que... oui, mais on est bien d'accord. C'est bien pour ça que nous sommes solidaires de ces revendications-là. Alors après, il y a la situation des raffineries et la situation de Total qui a dégagé d'énormes bénéfices qu'on appelle des super profits et qui, effectivement, et pour lesquels, effectivement, les salariés demandent d'en recevoir une partie, ce qui est quand même légitime. Et là, on fera pas de... Monsieur Nourri, pourquoi est-ce que la CGT, qui est le syndicat qui est dans les raffineries et qui fait le mouvement de grève, alors qui est une augmentation de salaire, c'est effectivement totalement légitime, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la CGT ne manifeste pas pour demander à ce que... Total, qui en novembre va réduire son aide. Les 20 centimes par litre de carburant vont être réduits en novembre et probablement vont être arrêtés au mois de décembre. Pourquoi est-ce que la CGT ne milite pas pour demander à Total de continuer cette aide jusqu'à la fin de l'année? Parce qu'au moins, le blocage, il servira à tout le monde. Ah ben ça, il faut demander à la CGT. Mais la CGT, si vous voulez, la CGT, comme... Moi, je ne veux pas me faire le porte-parole, mais enfin, je comprends ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils défendent les salariés d'abord de chez Total, ils demandent que les salariés de Total puissent bénéficier d'une part du gâteau, si je puis dire. Voilà, il faut être absolument clair là-dessus. Et ils estiment que pour le moment, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est leur responsabilité. Et par contre, ce qu'on trouve inadmissible, c'est que ce avec quoi nous sommes solidaires, c'est que la réquisition n'est pas justifiée, sauf pour les véhicules d'urgence, etc. Mais sinon, c'est pas justifié. Et en tout cas, nous sommes solidaires avec leurs revendications salariales de 10%. Mais nous, on se joint à ça parce que nous avons déjà porté la grève du 29 septembre sur des revendications salariales, sur l'augmentation, sur une augmentation du point d'indice équivalent à l'inflation, sur des rattrapages, parce que les métiers de service public et notamment l'éducation ont été très dégradés sur le plan salarial depuis une vingtaine d'années. Et il est reconnu au niveau de l'OCDE que nos métiers sont très en dessous des rémunérations de pays comparables. Donc ces métiers-là doivent être rattrapés. On demande 70 points d'indice d'augmentation sur tous les échelons, sur toute la grille. Donc ça, c'est une demande nationale. Nous avons là-dessus, effectivement, et aussi à Mayotte des revendications spécifiques qui sont l'augmentation de l'indexation au niveau de la Réunion. À 53%. Donc tout ça, ce sont des revendications que nous, on a, des revendications salariales. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème à rejoindre. Et puis en plus, il y avait ce mouvement sur les lycées professionnels qui était prévu d'avant. Donc il ne faut pas, si vous voulez, nous on ne veut pas que soit invisibilisé, c'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui, parce que ça permet de mettre en avant cette question des lycées professionnels, voilà, et qui ne doit pas être invisibilisé par le contexte national. Donc on le met en avant. Demain, il y a la manifestation à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui pourront y aller. Il y a une manifestation qui est prévue ici, il y a quelque chose d'organisé à Mayotte? Non, il y aura... La période des vacances, c'est comme très compliqué à organiser. C'est vrai aussi. C'est très compliqué. Donc, à la rentrée. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. On se retrouve donc le 28, je crois, vous serez de nouveau sur le plateau avec vos représentants nationaux. Voilà. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Mais...